Je m'appelle Julie Harmon, et on m'a dit le jour du mariage de ma sœur, rien de moins, que je ne méritais que $500 et une place dans l'ombre. 2 ans plus tard, je me tenais sur une scène à Los Angeles, dévoilant chaque preuve de leur trahison lors d'un discours d'ouverture qui s'est terminé par ces mots: « On ne m'a pas donné ma chance. Je l'ai construite moi-même. » Et les applaudissements ont étouffé le dernier mensonge qu'ils aient jamais raconté sur moi. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et avez-vous déjà eu l'impression d'être l'intruse dans votre propre famille? Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment qui m'a finalement brisé et comment j'en ai fait le feu qui m'a permis de me reconstruire. C'était censé être une célébration, mais dès l'instant où je suis entrée dans la grande salle de bal du Fairmont, j'ai su que je n'y avais pas ma place. Les lustres en cristal scintillaient comme des yeux porteurs de jugement, et la pièce résonnait de rires qui ne parvenaient pas jusqu'à moi. J'étais assise seule, à la table 19, tout au fond, pratiquement derrière une colonne. Le carton d'invitation indiquait « Julie Harmon » en cursive délicate, comme s'ils essayaient de faire semblant que je comptais. Mais l'isolement rendait les choses claires, j'étais une pensée après coup au mariage de ma propre sœur. Amanda, la mariée, l'enfant chéri, rayonnait sous un voile de dentelle sur mesure venu de Paris. Elle était magnifique, certes, mais aussi arrogante. Et lorsqu'elle a levé sa coupe de champagne lors du toast du dîner de répétition pour remercier maman et papa pour l'incroyable cadeau de mariage de $250 000 qui avait rendu cette journée possible, la salle a éclaté en applaudissements. Mon cœur a sombré. J'ai regardé l'enveloppe que ma mère m'avait remise quelques instants plus tôt. Un pli simple, sans mots. À l'intérieur se trouvait un chèque de $500. $500. Et en le glissant dans ma main, elle s'est penchée, non pas avec chaleur, mais avec de la glace dans la voix. « C'est tout ce que tu mérites, Julie. Sois reconnaissante que nous t'ayons incluse. » Je n'ai pas scié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste serré l'enveloppe si fort que le papier s'est froissé sous mes ongles. Plus tard, quand Amanda a tournoyé sur la piste de danse, les gens l'ont acclamée comme s'ils regardaient une princesse. Je suis restée assise, mes talons me faisaient mal, ma poitrine était oppressée, ma gorge me brûlait. J'ai fini par chuchoter à la seule personne qui ne m'avait pas ignorée de la nuit: « Nous partons ce soir. » Noah, mon partenaire, a levé les yeux de son dessert intact. Son expression ne remettait rien en question, juste un signe de tête, une main posée calmement sur mon genou. « Tu es sûr? » J'ai acquiescé. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. Alors que nous nous levions discrètement, un serveur qui avait évité mon regard a demandé poliment: « Vous partez déjà ?» J'ai esquissé un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Urgence familiale, ai-je menti? Mais je le pensais vraiment, car cette nuit m'avait montré que j'étais au milieu d'une urgence qui durait depuis toujours, et j'y répondais enfin. En nous dirigeant vers la sortie drapée de velours, j'ai surpris mon père qui nous regardait depuis la table d'honneur. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste bu une gorgée de son scotch et a regardé à nouveau Amanda comme si de rien n'était. Et peut-être que pour eux, il ne se passait rien. Peut-être que pour eux, la fille de la table 19 n'avait toujours été qu'une décoration qu'ils avaient oublié de jeter après avoir emballé les cadeaux. Mais je sentais autre chose naître en moi, la lente ébullition de la clarté, de la rage, de la libération. Cette nuit-là, sous l'éclat de la façade voûtée de la salle de bal, je me suis glissée sur le siège passager de la voiture de Noah et je l'ai regardé, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai fini d'essayer de gagner leur amour. Il a pris ma main. Alors construisons une vie où tu n'auras pas à le faire. Et tandis que nous nous éloignions du château de contes de fées qu'ils avaient construit pour Amanda, je ne me suis pas retournée, car je savais déjà que je n'étais pas Cendrillon. J'étais la tempête devant les portes de la salle de bal, et ils n'avaient pas encore tout vu. Le lendemain matin, je me suis réveillée au léger cliquetis d'un ventilateur de plafond et au faible bourdonnement du trafic à travers une fenêtre entr'ouverte. Austin me semblait étrangère, plus chaude que prévu, plus bruyante aussi, mais au moins, elle ne sentait pas l'amertume ou le jugement. Elle ne sentait pas la maison. L'appartement était petit. C'est la première chose que j'ai remarquée en m'asseyant sur le matelas gonflable que nous avions installé au milieu du salon vide. Des cartons s'élevaient autour de nous comme des sentinelles gardant un début fragile.
Nous n'avions pas de canapé. L'évier de la cuisine fuyait légèrement, et il n'y avait pas de rideau à la fenêtre de la salle de bain, juste une serviette clouée au cadre. Mais c'était à nous, et personne ne m'avait dit où m'asseoir. Noah est entré dans la pièce avec 2 tasses dépareillées, de la vapeur s'en échappant. Menthe poivrée ou cannelle, a-t-il demandé, les tenant comme des reliques précieuses. Surprends-moi, ai-je murmuré en écartant mes cheveux de mon visage. Il m'a tendu la cannelle. Ma préférée, bien sûr, il s'en souvenait. Nous nous sommes assis en tailleur sur le mince tapis que nous avions acheté en solde dans une supérette de station-service, sirotant du thé comme si nous étions dans une retraite de yoga haut de gamme. L'ironie m'a fait sourire. Noah a incliné la tête vers les cartons. Tu veux commencer à déballer? Je les ai regardés. La moitié portait des inscriptions au marqueur, cuisine, salle de bain, livre de Julie, outils de Noah. L'un d'eux portait juste un point d'interrogation. Je ne me souvenais pas l'avoir emballé. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai juste besoin de sentir le sol pendant un moment. Il a hoché la tête et s'est adossé, s'appuyant sur un coude. C'est juste nous deux maintenant, a-t-il dit doucement. Ces mots se sont posés délicatement, comme une couverture sur mes os fatigués. Je l'ai regardé. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux plus doux que d'habitude. Il avait quitté un bon travail à Denver pour me suivre ici, pour m'aider à repartir à zéro. Jamais il ne m'a fait me sentir coupable pour cela. Je suis désolé, ai-je dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Pourquoi? De t'avoir entraîné dans tout ça. Il a cherché ma main et l'a serrée fermement. Tu ne m'as pas entraîné, Julie. J'ai choisi cela. Je t'ai choisi. J'ai détourné le regard, clignant des yeux plus vite que je n'aurais dû. Ils m'ont fait croire que j'étais trop, ou pas assez, ou les deux à la fois, ai-je admis. Je ne sais même plus qui je suis sans leur version de moi. Noah a serré ma main. Alors découvrons-le ensemble. J'ai laissé ce silence s'installer entre nous. Le climatiseur s'est mis en marche avec un craquement sonore, envoyant une bouffée d'air froid dans la pièce comme un soupir. Il y avait tellement d'inconnus. Nous n'avions aucun meuble à part le matelas gonflable et une chaise pliante. Nos économies combinées étaient modestes, de quoi tenir quelques mois en faisant attention. Nous ne connaissions pas les voisins. Les murs étaient minces. J'entendais quelqu'un à l'étage jouer la même chanson country en boucle. Mais pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en représentation. Je n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit, de prouver quoi que ce soit ou de mendier des miettes de validation. J'avais simplement le droit d'être moi-même. Nous avons passé la journée à ouvrir des cartons. De temps en temps, je déballais un objet qui me rappelait qui j'étais avant de commencer à me battre pour des restes d'affection, un cadre photo fêlé de l'université, mon vieux journal, à moitié rempli de rêves que j'avais mis de côté il y a longtemps. Une plante miniature en pot que Noah avait gardée en vie à travers 3 appartements et un voyage en voiture. Ce soir-là, nous nous sommes assis par terre pour manger des nouilles à emporter à même le carton, en utilisant une boîte de déménagement comme table. Mon dos me faisait mal. Mes yeux me brûlaient. J'avais l'impression que mes côtes pouvaient enfin expirer. Tu sais, ai-je dit entre 2 bouchées, c'est peut-être le dîner le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Noah a levé les yeux, des nouilles pendant à sa fourchette. Même sans champagne et lustre. J'ai souri. Surtout sans œufs. Il a entrechoqué sa fourchette contre la mienne comme pour un toast. À notre nouveau départ. J'ai levé la mienne. À notre construction à partir de rien. Et c'est ainsi que tout a commencé, non pas avec un grand plan ou un miracle, mais avec du thé à la menthe poivrée, des tapis d'occasion et un homme qui ne m'a jamais demandé de m'effacer pour qu'il puisse briller. En m'endormant cette nuit-là sur le matelas inconfortable, écoutant la respiration régulière de Noah et les légers craquements du bâtiment, j'ai fait un vœu silencieux. Il m'avait peut-être jeté comme si je n'étais rien, mais je construirais une vie si enracinée, si inébranlablement mienne, qu'il devrait un jour lever les yeux pour voir où j'étais allé. Le studio à East Austin n'était techniquement qu'une seule pièce, mais nous le traitions comme s'il y en avait 4. Le coin près de la fenêtre servait de bureau, même s'il n'y avait de la place que pour une table et une chaise en métal trouvée dans une friperie pour $10.
La minuscule cuisine est devenue notre salle de conférence, tapissée de post-it sur le frigo et de reçus d'épicerie fixés sur un tableau de liège. Notre lit s'encastrait dans le mur, et le placard servait à la fois de garde-robe et de salle de serveur pour les projets de Noah en freelance. Mais malgré l'exiguïté, les plafonds semblaient plus hauts que ceux de la salle de bal du mariage d'Amanda, parce qu'ici, personne ne me faisait sentir petite. Mon premier emploi m'a été proposé par un recruteur qui à peine regardait mon CV avant de dire « Il cherche quelqu'un capable de jongler avec les délais sans égaux. » Ça vous ressemble ? Et ce fut toute la préparation de l'entretien. L'entreprise était une société technologique de taille moyenne avec un produit que je ne comprenais pas tout à fait et une culture qui vénérait les bureaux debout et les emojis Slack. J'ai été embauchée comme assistante marketing junior, une assistante de luxe, en réalité, mais je m'en fichais. C'était un pied dans la porte, mon propre pied. Personne ne l'avait placé là pour moi. J'arrivais chaque matin à 7h30, 30 minutes avant le reste de l'équipe. Non pas parce qu'on me le demandait, mais parce que j'avais quelque chose à me prouver, que je pouvais recommencer, que je pouvais apprendre vite, que je pouvais être quelqu'un d'autre que la déception de la famille. Noah, pendant ce temps, acceptait des contrats de programmation payés sporadiquement et assortis de délais souvent vagues et de clients encore plus flous. On vit le rêve, plaisantait-il, les yeux injectés de sang après avoir fixé du code pendant 12 heures. Le rêve de qui ? Répondais-je en mangeant des ramen bon marché avec une fourchette en plastique. Parce que le mien avait plus de plans de travail. Même si nous rions de fatigue, nous construisions quelque chose, pas seulement un tableur budgétaire et un Google Calendar partagé, mais une vie sans lien avec les obligations passées. Chaque jour, nous faisions ce choix, l'un pour l'autre, le travail acharné, le chaos, le rêve. Je rentrais du travail, je posais mon sac et je commençais immédiatement à aider Noah à tester sa dernière création. Il s'occupait de la cuisine, généralement avec ce que nous pouvions nous offrir, du riz, des haricots, peut-être des boulettes surgelées si c'était une bonne semaine. Et puis nous mangions assis par terre. Un jour, on repensera à ces dîners de ramen en riant, ai-je murmuré un soir, fixant le bouillon salé avec un sourire fatigué. Noah a posé sa tête sur mon épaule. Promets-moi qu'on en mangera encore, par contre. Juste avec de vrais bols la prochaine fois. Je l'ai poussé du coude. Et une table. Là, tu en demandes trop. Nous dormions rarement en même temps. Nos horaires ne se chevauchaient que par bribes, 1 heure à l'aube quand il se glissait au lit au moment où je me réveillais, ou 10 minutes avant le dîner quand nous restions assis en silence, trop fatigués pour parler mais reconnaissants d'exister dans le même espace. Un soir, vers minuit, j'étais en train de me brosser les dents pendant qu'il était assis par terre à déboguer du code. J'ai surpris notre reflet dans le miroir, moi dans un sweatshirt trop grand, lui en pantalon de pyjama troué aux genoux. Et pendant un instant, j'ai eu l'impression de regarder des inconnus qui avaient l'air heureux. Et cela m'a surprise, car j'avais passé des années à croire que le bonheur était quelque chose qui venait après l'approbation, après les applaudissements, après que quelqu'un vous ait donné la permission d'être fier de vous. Mais ici, dans notre appartement de 40 mètres carrés, avec ses stores fissurés et son alarme incendie qui bipait chaque fois que je faisais des toasts, je ressentais une étincelle de fierté qui n'avait besoin d'aucune validation. Un soir, après avoir décroché mon premier projet de campagne en solo, je suis rentrée et j'ai trouvé Noah endormi à son bureau, une couverture glissant de ses épaules, son ordinateur bourdonnant à ses côtés. Je ne l'ai pas réveillé. Je me suis assise tranquillement en sirotant du thé dans notre tasse ébréchée, laissant ce moment s'installer autour de moi. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas ce qu'Amanda aurait posté sur Instagram. Mais c'était réel, et c'était à nous. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'essayer de rattraper une version du succès que ma famille faisait miroiter devant moi. Je construisais le mien. Tout a commencé par une réunion annulée et un sandwich à moitié fini. J'étais à mon bureau en train d'écrire des textes publicitaires pour un client qui vendait des claviers ergonomiques en forme de nuage quand la directrice de création, Marcy, s'est précipitée devant moi dans un nuage de shampoing sec, les yeux paniqués. Julie, elle s'est arrêtée et m'a pointé du doigt. Tu es douée pour les présentations, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, plus ou moins. Pourquoi? Elle a expiré bruyamment.
J'ai un rendez-vous à 15 heures avec Blue Peak. Ils cherchent à refondre leur image avant leur levée de fonds de série B, mais j'ai un doublon avec une démo de produit à San Francisco. Tu es la seule à avoir déjà fait des recherches sur leur marché. J'ai cligné des yeux. Vous voulez que je fasse la présentation? Ses doigts tambourinaient anxieusement sur sa tablette. Contente-toi de les enthousiasmer. Tu ne seras pas seule, Jason sera là pour t'épauler. Mais Julie, elle m'a regardé droit dans les yeux, ne joue pas la sécurité. La sécurité, ils connaissent. Donne-leur quelque chose d'audacieux. J'ai passé les 4 heures suivantes comme si je révisais pour un examen dont j'ignorais l'existence. Au moment d'entrer dans la salle de conférence vitrée, mes mains étaient moites et je n'avais pas mangé depuis 10 heures du matin. Jason m'a fait un signe de pouce levé, s'attendant visiblement à ce que je déroule les diapositives et le laisse prendre le relais. Mais une fois que j'ai commencé à parler, je n'ai plus pu m'arrêter. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Quelque chose de tranchant s'était installé dans ma poitrine, ce sentiment que si je ne les forçais pas à me voir maintenant, ils ne me verraient jamais. Alors, j'ai parlé simplement, directement, comme si je racontais une histoire au lieu de vendre une stratégie. Vous ne voulez pas seulement de la notoriété, leur ai-je dit en faisant défiler les diapositives. Vous voulez une identité. Vous voulez être le verbe de votre secteur, pas seulement un nom dans un menu déroulant. L'une des cofondatrices, une femme aux lunettes rouges, s'est penchée en avant. Dites en plus à ce sujet. C'est ce que j'ai fait. J'ai esquissé une campagne de marque qui transformait leur image habituelle, de pratique à aspirationnelle, les positionnant non pas comme un simple outil de productivité, mais comme un état d'esprit. J'ai même suggéré un slogan qui m'a surprise moi-même, pensez vers l'avenir. Commencez maintenant. Quand j'ai fini, le silence s'est fait dans la salle. Puis elle a souri. C'est la première chose que j'entends aujourd'hui qui me donne vraiment envie de dépenser de l'argent. Jason est resté assis, frappé de stupeur. Je ne l'ai pas regardé. Nous avons obtenu le contrat. Marcy m'a appelé dans son bureau le lendemain matin. Son visage était illisible jusqu'à ce qu'elle ferme la porte et pousse un cri de joie qui m'a fait éclater de rire. Julie, je ne vais pas te mentir. Je pensais que c'était un coup de poker, mais tu as assuré. Tu n'as pas seulement décroché le client, tu nous as fait monter d'un cran. J'ai cligné des yeux. Tu as du cran et de la vision, a-t-elle continué en s'adossant à sa chaise. Tu as déjà pensé à diriger ta propre agence? Cette phrase a réécrit quelque chose en moi. Non, ai-je dit lentement. Mais peut-être que je devrais. Ce soir-là, Noah et je avons fêté cela dans un bar sur un toit du centre-ville d'Austin. C'était un de ces endroits avec des ampoules Edison et des cocktails trop chers, mais la vue en valait la peine. La ville s'étendait sous nos pieds, bourdonnante de possibilités. Nous avons partagé une seule entrée et avons siroté nos verres, trop conscients de notre budget pour faire des folies, mais cela n'avait pas d'importance. Je portais ma seule robe correcte. Noah avait repassé sa chemise 2 fois. Nous semblions décalés parmi les jeunes entrepreneurs et les couples d'influenceurs, mais je ne m'étais jamais senti autant à ma place. J'ai cherché sa main sous la table, croisant mes doigts avec les siens. Ça change tout, ai-je chuchoté. Il m'a regardé, pas surpris, pas sceptique, juste tranquillement fier. C'est vrai. Le ciel virait à l'ambre, le soleil embrassait les gratte-ciel, le genre de vue que l'on met sur les cartes postales. Mais la plus belle chose ce soir-là n'était pas l'horizon, c'était ce que je ressentais à l'intérieur, comme si j'avais brisé une écorce et qu'au lieu de saigner, j'étais en train de fleurir. L'espoir ne ressemblait plus à un pari. Il semblait mérité. Le bureau avait une fissure dans le coin et un tiroir qui coinçait à chaque fois qu'on le tirait. Mais quand Noah l'a porté dans le garage et l'a posé avec un petit grognement fier, j'ai eu l'impression que nous baptisions un trône. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit en époussetant son jean et en se tournant vers moi avec un sourire en coin. Mais c'est à nous. J'ai passé mes doigts sur le bois voilé, puis j'ai regardé autour de moi cet espace qui appartenait désormais officiellement à notre rêve, un garage aménagé dans un modeste duplex de East Austin. Une fenêtre, un ventilateur et une guirlande de LED que nous avions enroulée au plafond comme s'il s'agissait d'une start-up de 2006. C'était exigu, étouffant et cela sentait légèrement l'huile malgré 3 séances de nettoyage.
Et pourtant, c'était parfait. Chaque empire commence dans un garage, ai-je dit en souriant, assise sur la chaise grinçante. Le nôtre est juste livré avec une tondeuse à gazon gratuite dans le coin. Il a ri et a ouvert son ordinateur sur la table de camping qui lui servait de bureau. Nous étions officiellement les cofondateurs de Silverthread, notre agence de marketing boutique nommée d'après une chose que ma grand-mère m'avait dite un jour, chaque femme forte porte un fil d'argent de vérité à travers tout ce qu'elle tisse. Il avait fallu 2 mois de planification après les heures de travail, des dizaines de sessions stratégiques tard le soir et un saut terrifiant mais exaltant. J'ai quitté mon emploi. Marcy avait été déçue mais m'avait soutenue. « Tu as le feu sacré », m'avait-elle dit en me prenant dans ses bras pour me dire au revoir. « Va construire ce truc, et quand tu seras prête à collaborer, je serai là. » À l'instant où j'ai envoyé cet email de démission, mon estomac s'est noué comme si j'avais sauté d'une falaise. Mais le lendemain matin, assise pieds nus dans notre garage devenu bureau avec un café dans une tasse ébréchée et une liste de choses à faire 2 fois plus grande que moi, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Au début, nous n'étions que nous 2. Je m'occupais de l'image de marque, des appels clients et de la stratégie de campagne. Noah s'occupait du développement web, des analyses et de tout ce qui demandait moins d'énergie sociale. Nous étions opposés sur ce point. Je m'épanouissais en présentant des idées aux clients, lui s'épanouissait en laissant le code parler. Notre premier client était l'ami d'un ami, une femme qui lançait une ligne d'articles de puériculture durable, qui ne pouvait pas s'offrir une grande agence mais qui avait besoin d'aide pour toucher les parents. J'ai passé tout un week-end à construire un tunnel de vente basé sur son histoire personnelle, pourquoi elle avait créé l'entreprise, quels problèmes elle résolvait. Noah a construit le site en 3 jours chrono. Elle a pleuré lors de l'appel Zoom en voyant les résultats. On dirait vraiment moi, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que quelqu'un comprendrait un jour. Cette semaine-là, le trafic sur son site a triplé. Nous lui avons facturé $900 au total. Nous aurions dû demander plus, mais ce travail nous a apporté notre premier témoignage, nos premières recommandations par le bouche à oreille et notre première preuve réelle que ce n'était pas juste une jolie expérience d'indépendance. Nous ne faisions pas que survivre, nous commencions. Les jours se sont brouillés. Les matinées étaient consacrées aux réunions clients. Les après-midi à l'écriture des textes et au débogage du code. Les soirées aux pizzas surgelées et aux post-it remplis de nouvelles idées. Parfois, nous faisions des siestes à tour de rôle sur le pouf dans le coin quand le garage devenait trop chaud. Un après-midi, j'ai surpris Noah fixant le tableau blanc que nous avions couvert de plans de projets et de délais. Il avait ce sourire rêveur sur le visage. « Quoi ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Ça vient de me frapper. On l'a fait. Genre, on l'a vraiment fait. On a créé quelque chose qui n'existait pas avant. » Je me suis approchée et j'ai posé ma tête sur son épaule. « Ça fait du bien, n'est-ce pas ? » « Mieux que ce que je pensais, » a-t-il murmuré. « Et c'est aussi terrifiant. » Nous n'avions toujours pas d'assurance maladie. Nous nous inquiétions toujours pour le loyer si un client ne donnait plus de nouvelles. Nous partagions encore nos repas la plupart des soirs et calculions chaque dépense dans un tableur partagé intitulé « Budget ne pas paniquer ». Mais nous créions quelque chose selon nos propres conditions. Et le meilleur ? Aucun autre nom que les nôtres n'était sur la porte. Enfin, si on peut parler de porte, pour l'instant, c'était juste un bureau fissuré, un ordinateur vrombissant et un signe écrit à la main scotché au mur du garage, Silverthread Marketing. Construit avec cran. Propulsé par l'espoir. Chaque petite victoire ressemblait à une rébellion. Chaque demande par email était une étincelle. Chaque « oui » d'un client était un morceau de mon passé qui cessait de me retenir. Amanda m'avait dit un jour que je n'avais pas de vision, que j'étais trop terrax en drafter. « Tu ne prends jamais de risques », disait-elle en sirotant du vin lors d'une fête chez nos parents. « Tu n'as pas ça en toi. » J'ai repensé à cela en cliquant sur « Envoyer » pour une nouvelle proposition client. Ma main n'a pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je ne demandais plus de place sous les projecteurs de quelqu'un d'autre. Je construisais les miens.
Au moment de notre anniversaire, 1 an après avoir fait rouler ce bureau d'occasion dans le garage, Silver Thread n'était plus seulement Julie et Noah dans une boîte étouffante avec du Wi-Fi. Nous avions un bureau, un vrai, avec des sols en béton poli, des poutres apparentes et des fenêtres du sol au plafond qui donnaient l'impression que tout l'horizon du centre-ville nous acclamait. Il était situé au 5e étage d'un bâtiment modeste mais moderne au cœur d'Austin. Le bail avait pris des semaines à négocier, et j'avais angoissé pour chaque dollar dépensé. Mais la première fois que j'ai vu notre nom gravé sur la porte vitrée Silver Thread Creative, j'ai pleuré. Sans aucune honte. Noah m'a simplement tendu un mouchoir et a chuchoté, « Nous ne sommes plus dans le garage, Toto ». Ce qui avait commencé avec un seul client auto-entrepreneur s'était transformé en quelque chose de plus grand que nous ne l'avions imaginé. Le bruit a couru qu'il existait une petite agence qui écoutait vraiment, qui construisait des campagnes autour du cœur et des chiffres, qui traitait les startups comme des histoires et non comme de simples logos. L'un de nos premiers clients nous a recommandé à un investisseur local qui aimait notre style. Cet investisseur nous a envoyé un fondateur, puis un autre. Très vite, notre boîte de réception a débordé de demandes que nous devions trier comme des appels d'urgence. Lorsqu'un investisseur providentiel, un vrai investisseur avec un blazer impeccable et une énergie du type « parlons chiffres », nous a contactés pour un rendez-vous, j'ai cru à une plaisanterie. Ce n'en était pas une. Il aimait notre croissance, aimait notre authenticité, surtout, aimait le fait que nous n'essayions pas de devenir une agence boursouflée remplie de mots à la mode et de gens au bord du burn-out. Je ne suis pas là pour changer ce que vous construisez, a-t-il dit en sirotant un expresso en face de moi dans un café qui facturait $7 le café filtre. Je veux juste vous aider à passer à l'échelle. Son capital nous a permis d'embaucher nos premiers employés, Tam, une jeune graphiste qui travaillait avec une vitesse terrifiante, et Carla, une chef de projet capable d'organiser le chaos comme s'il s'agissait de sa langue maternelle. Nous avons même pris un concepteur-rédacteur à temps partiel pour me libérer du temps pour la stratégie de haut niveau. Le rythme de nos vies a encore changé, moins de précipitation, plus de structure. J'ai enfin arrêté de vérifier le solde du compte 2 fois par jour. Nous sommes passés des burritos surgelés aux sushis livrés le vendredi. Mais certaines choses ne changeaient pas. Noah et moi travaillions toujours côte à côte, lui dans son sweat à capuche usée, moi avec ma tasse ébréchée de notre premier client. Chaque décision majeure était encore prise sur la même table de camping, nous l'avions déménagé dans le nouveau bureau par pure loyauté. Et chaque nouveau client recevait toujours un email de bienvenue personnel signé par nous deux. Un soir, alors que le soleil versait de l'or en fusion à travers les fenêtres, je me suis tenue devant notre petite mais vaillante équipe. C'était notre première réunion d'équipe officielle et tout le monde avait apporté quelque chose, des cupcakes, des chips, un plateau de fruits très enthousiaste. J'ai fait teinter mon verre juste de l'eau pétillante, mais cela semblait assez chic. Je veux dire quelque chose, ai-je commencé, et le silence s'est fait. Il y a 1 an, cette entreprise était un rêve, un espoir à peine solide écrit sur un tableau blanc dans notre garage. Pas de bureau, pas de financement, aucune certitude. Juste un bureau. Un client et 2 personnes survoltées à la caféine qui croyaient qu'il y avait une meilleure façon d'aider les gens à développer leurs affaires. Tam a souri et a levé son gobelet en plastique. À la caféine et au chaos. J'ai ri, puis j'ai regardé autour de moi. J'ai été frappé par notre jeunesse à tous, pas en âge, mais en esprit, affamé, déterminé. Aucun d'entre nous n'était là par héritage, par faveur ou par lien de sang. Nous construisions parce que personne ne nous avait rien donné. Alors, voici mon toast, ai-je dit. À l'entreprise construite sur l'amour, le cran et une absence totale de cadeaux. La salle a éclaté en acclamations et en tintements de verre. J'ai croisé le regard de Noah à l'autre bout de la pièce. Il a souri, et j'ai su qu'il se souvenait de la nuit où nous avions quitté la salle de bal, la nuit où j'avais murmuré « Nous partons ce soir », sans même réaliser que je m'éloignais de bien plus que d'un simple mariage. Maintenant, debout ici, entouré de gens qui me respectaient pour ce que j'étais et non pour ce que je n'étais pas, je sentais à nouveau quelque chose changer. C'était cela, le succès, pas le genre brillant que l'on montre dans les magazines, mais le genre que l'on construit avec des ongles cassés et une vision inébranlable. Nous sommes rentrés à pied ce soir-là.
Oui, nous aurions pu prendre une voiture, mais le fait de sentir le pavé sous nos pieds nous semblait juste. J'ai glissé mon bras dans celui de Noah et j'ai dit, « Tu penses parfois au chemin parcouru ?» Tout le temps, a-t-il murmuré. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir où nous allons. J'ai levé les yeux vers les étoiles et chuchoté, moi aussi. C'était un mardi après-midi, de ceux qui bourdonnent de mai et du rythme régulier de mon équipe discutant dans notre bureau en open space. Carla venait de laisser un post-it sur mon bureau pour me rappeler notre session de planification du 2e trimestre quand j'ai reçu un message sur LinkedIn de quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des années. Salut Julie. Question bizarre. Est-ce que tu parles encore à Amanda? J'ai cligné des yeux devant le nom, Melissa Carlton. Nous étions allés à l'université ensemble, avions partagé quelques cours de marketing et un projet de groupe vraiment désastreux. Elle avait toujours été douce, d'une manière discrète, presque oubliable. Nous nous étions perdus de vue comme la plupart des gens après l'obtention du diplôme, reliés seulement par les vœux d'anniversaire occasionnels suggérés par l'algorithme. Pas vraiment, ai-je répondu. Pourquoi? Sa réponse est arrivée instantanément, comme si elle attendait la permission de le dire. Elle vit chez sa mère depuis quelques mois. Elle a dit que son mariage était terminé. Je me suis dit que tu en saurais peut-être plus. Je suis resté figé devant l'écran. Le brouhaha du bureau s'est estompé autour de moi. Je n'avais pas entendu le nom d'Amanda prononcé à voix haute depuis si longtemps. C'était comme si quelqu'un venait d'ouvrir une boîte que j'avais poussée sous le lit et que j'avais essayé de toutes mes forces d'oublier. Melissa a continué en disant qu'elle s'était croisée lors d'un événement de bien-être à Dallas. Amanda était apparemment retournée vivre chez nos parents pour l'instant et essayait de se reconstruire, bien qu'elle n'ait pas dit grand-chose à part un sourire étrange et un commentaire vague sur le fait que les temps étaient durs. Elle a dépensé tout l'argent pour une maison, une lune de miel et Dieu sait quoi encore, a ajouté Melissa dans un message suivant. Elle ne l'a pas dit, mais elle ressemblait à quelqu'un qui essaie d'empêcher tout de s'effondrer. J'ai fermé mon ordinateur lentement. Ce soir-là, dans notre appartement le nouveau, un 2 pièces minimaliste avec des parquets chaleureux et une légère odeur d'eucalyptus provenant d'une bougie que je ne cessais de faire brûler, je l'ai dit à Noah. Il était assis par terre, les jambes allongées, son ordinateur en équilibre sur les genoux. Il n'a pas levé les yeux quand j'ai prononcé son nom, mais ses doigts se sont arrêtés sur les touches. Amanda. Melissa Carlton l'a croisée, ai-je dit, me pelotonnant sur l'accoudoir du canapé. Elle a dit que le mariage était fini. Elle vit de nouveau chez mes parents. Il a laissé échapper un léger souffle par le nez. Waouh. Oui. Nous sommes restés silencieux un moment. La pièce était calme, à l'exception du léger bourdonnement de notre petit purificateur d'air et des klaxons occasionnels dans la rue en dessous. Je ne savais pas trop ce que je ressentais. Pas de la joie, certainement pas cela. Pas de l'esprit de vengeance. Si c'était quelque chose, c'était peut-être de la curiosité, le même genre de douleur sourde que l'on ressent en voyant une vieille cicatrice en essayant de se rappeler la douleur qui l'a causée. Elle a utilisé tout l'argent, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Absolument tout. Noah a fini par fermer son ordinateur et m'a regardé. Elle t'a contacté? J'ai secoué la tête. Pas une seule fois. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Tu vas bien? Je ne sais pas, ai-je admis. C'est bizarre. Je pensais que je me sentirais vengée ou même satisfaite, peut-être, mais non. J'ai juste l'impression que quelqu'un a tiré un rideau que je pensais avoir cloué pour de bon. Il a hoché la tête lentement, laissant cette idée faire son chemin. Puis il a dit, fais juste attention, Jewel. La nostalgie fait passer la trahison pour quelque chose de pardonnable. J'ai souri faiblement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était vrai. Je ne vais pas la recontacter, ai-je dit. Mais je mentirais si je disais que je ne me demande pas à quoi ressemble la vie là-bas, dans cette maison, avec elle de retour dans cette chambre, avec ma mère qui fait probablement semblant que rien n'est arrivé. Noah s'est approché et a pris ma main. Tu ne dois rien à ta curiosité. La chaleur de sa paume a apaisé ma poitrine. Je sais, ai-je dit. Mais je suppose que je me demande quand même qui elle est aujourd'hui. Si elle repense parfois à ce qu'elle a fait.
À ce qu'ils ont tous fait. Il a serré ma main. Elle le fait peut-être. Mais y penser et être désolé, ce n'est pas la même chose. J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas retenir. Je me souviens juste de ce mariage. Elle, debout devant tous ces gens, rayonnante comme une étoile, et moi, reléguée à la table 19 comme si j'étais l'erreur qu'ils étaient obligés d'inclure. Tu n'étais pas l'erreur, a-t-il dit doucement. Tu étais celle qui est partie, celle qui a construit quelque chose de mieux. J'ai hoché la tête, les yeux humides. Amanda était de retour à l'endroit que j'avais fui, mais je n'étais plus sur le seuil de cette porte. J'étais à 3 villes de là. Pourtant, quelque part dans ma poitrine, une douleur sourde s'est agitée. Pas du regret, pas de la nostalgie, juste l'histoire, le genre de passé qui ne frappe pas à la porte, mais qui sait toujours où vous habitez. C'était un dimanche après-midi, de ce fait pour le thé, les playlists et le linge à moitié pliés sur le canapé. J'étais pieds nus dans la cuisine en train d'éplucher des oranges quand on a sonné à la porte. Noah était à une conférence technologique. Je me suis donc approchée et j'ai regardé par le Judas, m'attendant à une livraison ou peut-être à Carla, qui passait parfois avec des restes de pâtisserie. Mais ce n'était pas Carla. C'était ma mère et Amanda. Je suis restée pétrifiée. Elles se tenaient côte à côte sur le perron, la lumière du soleil les éclairant comme pour un portrait mis en scène. Amanda avait les cheveux plus courts, son maquillage était plus léger. Ma mère affichait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle se tenait par le bras avec décontraction, comme si elle passait juste pour le brunch. J'ai ouvert la porte lentement, les mains encore humides de jus d'orange. « Julie », s'est exclamée ma mère, comme si nous nous parlions toutes les semaines. « Salut », a ajouté Amanda, la voix au perché et un peu essoufflée. Nous étions juste dans le quartier. J'ai cligné des yeux. Ma mère a regardé derrière moi dans l'appartement. « C'est charmant », a-t-elle dit, s'avançant déjà. « On peut entrer ?» J'ai hésité 2 secondes de trop, mais je me suis quand même effacée. Elles sont entrées dans le salon comme s'il leur appartenait. Leurs yeux balayaient l'espace, notant les meubles élégants, la lumière tamisée, les étagères remplies de livres, de prix et de cartes de remerciements de clients encadrés. « Tu as vraiment réussi », a dit Amanda après un moment, la voix douce mais tranchante sur les bords. Ma mère a fait un signe de tête sec. Très bien agencé. Propre. J'ai croisé les bras avec détachement. Merci. Il y a eu un silence, trop dense. Amanda s'est dirigée vers la bibliothèque et a pris l'un des articles de presse sur notre agence que j'avais fait encadrer discrètement, sans fanfare. Tu diriges Silver Thread, a-t-elle dit. Je ne savais pas que c'était cette Silver Thread. J'ai haussé un sourcil. Il y en a d'autres? Elle a ignoré la pique. J'ai vu un post d'une fille avec qui j'étais à l'école. Elle disait que ton équipe l'avait aidé à doubler ses conversions en 3 mois. Je n'ai rien dit. Nous étions fiers. Nous étions fiers, a ajouté soudainement ma mère, trop vite. Nous avions l'intention de te le dire. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si je me sentais insultée ou invisible. Peut-être les deux. Amanda s'est tournée vers moi, une lueur étrange dans les yeux. Alors, qui t'a financé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, le capital de départ, les relations, tout ce qui rend ce genre de choses possible. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Personne ne m'a financé. Je l'ai construite. Elle a cligné des yeux. Complètement seule? Avec Noah? Le sourire de ma mère s'est évanoui. Le silence s'est prolongé. Puis elle a dit froidement, eh bien, c'est ce qui arrive quand on est égoïste. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pardon, ai-je dit. Toutes ces années, a-t-elle continué, agitant vaguement la main. Nous avons essayé de maintenir la famille unie. Tu es parti, tu nous as coupé les ponts, et maintenant tu es assise là dans ce petit appartement poli, faisant comme si de rien n'était. Les lèvres d'Amanda ont tremblé. Pourquoi je n'ai pas ça, moi, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je n'ai pas répondu. Ma mère a attrapé son sac à main. Nous pensions que peut-être. Peu importe.
Amanda s'est tournée brusquement vers elle. Vous pensiez peut-être qu'elle proposerait son aide. Les mots sont tombés comme des masses. Elles me fixaient toutes les deux et j'ai réalisé que ce n'était pas une visite de courtoisie. C'était une tentative de négociation. Un retour déguisé en affection mais dégoulinant d'attente. Je ne vous donnerai pas d'argent, ai-je dit calmement. Le visage d'Amanda s'est décomposé. Tu ne veux même pas savoir ce que j'ai traversé. Je le sais. J'en sais assez. Et tu dis quand même non. J'ai soutenu son regard, ferme. J'ai dit non il y a longtemps. Tu n'écoutais pas, c'est tout. Ma mère a reniflé. Tu as toujours été ingrate. Non, ai-je dit. J'étais juste fatiguée d'être celle dont vous ne vous souveniez que lorsque vous aviez besoin de quelque chose. Elles sont parties sans claquer la porte, ce qui était pire d'une certaine manière. Le silence d'Amanda était plus bruyant que des cris. Ma mère ne s'est pas retournée. Je suis restée dans le couloir longtemps après leur départ, l'écho de leur visite flottant dans l'air comme de la fumée. 2 jours après leur visite, je me suis surprise à fixer le thé intact sur mon bureau, dont la vapeur s'était dissipée depuis longtemps. Je n'en avais parlé à personne. Ni à Carla, ni à Tam, ni même à Noah. Pas encore. Toute cette affaire m'avait laissé vide. Pas brisée comme autrefois, mais avec cette lassitude profonde que l'on ressent après avoir porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai simplement pris rendez-vous avec une avocate. Elle s'appelait Marlène Sanchez, le regard vif, la voix calme et une présence qui vous forçait à vous redresser sans même vous en rendre compte. Elle nous avait aidés à constituer Silver Thread l'année précédente, et je lui confiais les choses importantes. Alors, a-t-elle demandé doucement, croisant les mains sur son bloc-notes. Vous voulez créer un fonds d'éducation? Oui, ai-je répondu. Spécifiquement pour ma nièce. Pas pour Amanda, pas pour mes parents, juste pour la petite fille. Je m'attendais à ce que Marlène me demande pourquoi, qu'elle s'étonne de cette configuration inhabituelle, mais elle a juste hoché la tête. Un fonds fiduciaire avec une clause éducative stricte. Qui servira de fiduciaire? Vous ou un tiers? Moi pour l'instant, mais les conditions doivent être claires. Aucun retrait possible par Amanda. Pas de co-signature. L'argent est pour l'avenir de l'enfant. Point final. Marlène a pris des notes. Et si Amanda conteste cela? Elle pourra contester devant son miroir. C'est tout ce qu'elle obtiendra. Le coin de la bouche de Marlène s'est étiré en un semblant de sourire. Il a fallu à peine plus d'1 heure pour structurer les bases. J'ai transféré une partie de mes gains de notre dernière grosse campagne, assez pour couvrir 10 ans de frais de scolarité futurs, peut-être plus si l'argent était investi sagement. Ce n'était pas une question de culpabilité. Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit. C'était une question de choix, le mien. En signant la dernière page, Marlène s'est arrêtée et m'a regardée. Vous savez, a-t-elle dit pensivement, beaucoup de gens confondent les limites avec la punition. Ce n'est pas le cas ici, c'est une question d'héritage. J'ai hoché la tête lentement. Ce soir-là, j'ai retrouvé Noah dans notre café préféré, celui avec les chaises dépareillées et le menu au tableau noir qui ne changeait jamais. Il était déjà assis avec une grande tasse d'une infusion forte, son expression s'est adoucie en me voyant entrer. Ça va, a-t-il demandé, se levant pour tirer ma chaise. Ça va, maintenant. Il a attendu. Je lui ai tout raconté, la visite, la tension, les larmes d'Amanda, le dédain de ma mère. Et puis la décision, le fond. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux fixés dans les miens tout au long de mon récit. Quand j'ai eu fini, il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. Elles vont présenter ça comme elles veulent. Je le sais aussi. J'ai regardé par la fenêtre, observant une petite fille qui chassait des bulles sur le trottoir, sa mère riant derrière elle. Elles ne sauront jamais ce qu'elles ont perdu, ai-je dit, me tournant vers lui. Mais notre fille, j'ai marqué une pause, souriant à l'avenir dans lequel nous n'avions pas encore pleinement mis les pieds, elle n'aura jamais à se demander si elle en valait la peine. La main de Noah a serré la mienne.
Pas une seule seconde. Nous avons entrechoqué nos tasses comme pour un toast discret. Pas de grand discours, pas besoin de validation, juste un acte de compassion silencieux assorti de conditions, une graine plantée pour un être innocent et une ligne tracée dans le sable pour ceux qui ne l'étaient pas. Tout a commencé par une story Instagram cryptique, une photo floue d'un Noël d'enfance, Amanda et moi en pyjama assortis, déballant des cadeaux devant notre vieille cheminée. La légende disait, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Je l'ai fixé sur mon téléphone pendant une minute entière, mon déjeuner refroidissant à côté de moi. Puis est venu le post Facebook, un long paragraphe mélancolique sur la façon dont l'argent change les gens, comment certains membres d'une fratrie choisissent la fierté plutôt que la famille, et comment la loyauté ne semble plus signifier ce qu'elle signifiait autrefois. Pas de nom, pas d'accusation directe, juste assez de miettes pour nourrir un millier d'esprits curieux. Et ils se sont jetés dessus. Les commentaires ont afflué. Des cousins éloignés, des connaissances du lycée, même quelques anciennes demoiselles d'honneur d'Amanda, dont la plupart ne m'avaient pas adressé la parole depuis son mariage. Ils ont réagi avec un choc fin, attendez, qui ferait ça à sa propre sœur? Les gens oublient qui les a aidés à monter. J'ai toujours su qu'elle se croyait mieux que nous tous. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je refusais de descendre dans l'arène jusqu'à ce qu'elle m'envoie un SMS. Julie, tu ne peux pas nous rayer de ta vie et faire comme si tu étais une sainte. Tu nous dois des comptes, Julie. Nous sommes du même sang. Ne l'oublie pas. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Tu nous dois. Pas, merci pour le fond. Pas, je suis désolée pour ces années de silence. Pas, parlons-en. Juste une dette. Le sentiment de supériorité drapé dans la sentimentalité. Nous sommes du même sang. Comme si c'était l'atout ultime. Ce soir-là, je me tenais dans la loge d'un centre événementiel du centre-ville, le tintement des verres et le brouhaha des investisseurs technologiques résonnant juste derrière le rideau. Nous annoncions la première acquisition de Silverthread, un petit collectif de design que nous admirions depuis longtemps. Cela aurait dû être l'une des nuits les plus fières de ma vie. Au lieu de cela, ma poitrine me brûlait. J'ai fait ce que j'avais à faire, poser pour des photos, serrer des mains, et j'ai même prononcé un discours soigné sur la créativité et la croissance consciente. Mais derrière mon sourire, je m'effondrais. Quand nous sommes rentrés, j'avais déjà retiré mes talons avant même d'atteindre le couloir. Je ne peux pas laisser ça continuer, ai-je dit, me laissant tomber sur le bord du lit. Noah a hoché la tête. Alors ne le fais pas, il a ouvert son ordinateur, sachant déjà où j'allais en venir. Cette nuit-là, nous avons rédigé la lettre. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas cruel. C'était définitif. À Amanda et à nos parents, ceci n'est pas fait par colère, mais par souci de vérité. J'ai offert plus que la plupart ne l'auraient fait, du soutien, de l'espace, du silence. Mais vous avez choisi de transformer mes limites en trahison, ma paix en offense et mon absence en arme. Soyons clairs, je ne vous dois rien. Ni amour, ni argent, ni accès à la vie que j'ai construite sans vous. Le sang n'est pas un lien, c'est le comportement qui l'est. Je vous souhaite de guérir, mais je ne ferai plus partie de votre récit. J'ai signé. Noah l'a lu une fois, puis a cliqué sur imprimer. Nous l'avons posté le lendemain matin, en recommandé avec accusé de réception. Qu'ils la tiennent entre leurs mains. Qu'ils ressentent le poids de quelque chose de terminé. Noah et moi nous sommes assis sur les marches arrière après cela, un café à la main, observant le lever de soleil silencieux s'étendre sur notre jardin. Rien de dramatique, pas de feu d'artifice, juste de l'air qui semblait un peu plus léger. Je suis fier de toi, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu, je me suis juste appuyé contre lui et j'ai regardé la lumière se lever. La première chose que j'ai faite a été de changer de numéro. Pas seulement de bloquer, de changer. Un grand ménage. Nouvelle carte SIM, nouvelle messagerie, nouveau silence. Ensuite, j'ai déposé une mise en demeure. Marlène m'a aidé à la rédiger. Nous en avons renvoyé une à Amanda, une à ma mère et une à leur adresse commune. Le langage était inattaquable, arrêter la campagne de dénigrement. Arrêter le harcèlement indirect.
Arrêter tout contact. Ce n'était pas dramatique, c'était stratégique. Et puis est venue la dernière étape. J'ai envoyé un court message à chaque connaissance commune qui avait vu l'histoire larmoyante et soigneusement codée d'Amanda en ligne, amis, collègues, relations familiales dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Bonjour. Il y a eu une certaine confusion concernant ma relation avec Amanda et notre famille. J'ai choisi de rester silencieuse jusqu'à présent, mais compte tenu des récentes déformations publiques, j'aimerais clarifier les faits. Vous trouverez ci-joint une chronologie, des captures d'écran et une documentation financière montrant la vérité derrière les décisions que j'ai prises. Je ne demande l'approbation de personne, seulement de l'exactitude. Merci, Julie Harmon. Aucune accusation, aucune émotion, juste la vérité. Et puis j'ai laissé couler, car j'avais un avion à prendre. Le discours d'ouverture était prévu depuis des mois, une conférence sectorielle à Los Angeles remplie d'entrepreneurs émergents, de créatifs et de contacts médias. Je devais clore la première soirée avec une intervention sur l'image de marque à travers l'authenticité. Ce que personne n'attendait, c'est ce que j'ai réellement dit. Je suis montée sur scène sous des applaudissements polis, vêtue d'une robe bleu marine ajustée pour laquelle j'avais économisé secrètement autrefois, quand je pensais encore devoir m'habiller comme quelqu'un d'autre pour être prise au sérieux. J'ai souri face au projecteur. Je m'appelle Julie Harmon, ai-je commencé. Je suis la fondatrice de Silver Thread, et on ne m'a pas donné d'opportunité. Je l'ai construite après qu'on m'ait dit que je n'en méritais pas. L'ambiance a changé, les gens se sont redressés, les téléphones se sont baissés. Alors, je leur ai raconté mon histoire. Pas tous les noms, pas les détails les plus sordides, mais l'arc narratif, l'essence. Une femme étiquetée comme étant de second ordre. Écartée, sous-estimée, manipulée jusqu'au silence. Qui a quitté la salle de bal, construit une entreprise dans un garage et transformé son absence en force. J'ai conclu ainsi, l'héritage n'est pas ce dont vous héritez, c'est ce que vous refusez de répéter. Les applaudissements ont éclaté avant même que je puisse descendre de scène. Ce n'était pas juste des claquements de mains polies, c'était une libération. Et pour la première fois, je le ressentais moi aussi. Pas de la vengeance, de la liberté. La pelle s'enfonçait dans le sol avec un craquement sourd. L'air printanier sentait l'écorce mouillée et la lavande, et mes genoux étaient déjà tachés d'herbe quand Noah est sorti, tenant la dernière chose dont nous avions besoin, le jeune plant de magnolia. Il le portait comme un objet sacré, ses racines enveloppées dans de la toile de jute, quelques pétales ivoires commençant déjà à éclore malgré sa petite taille. Il semblait fragile dans ses bras, mais il y avait aussi quelque chose de tranquillement défiant en lui. Celui-là sera fort, a-t-il dit en s'agenouillant à mes côtés. J'ai hoché la tête en essuyant la sueur de mon front. Nous le serons tous. Derrière nous, la porte moustiquaire a grincé. Un cri de bébé étouffé. Je me suis retournée. Notre fille, minuscule, les joues roses, emmaillotée dans une couverture couleur nuage, était blottie dans les bras de ma tante Gio, qui avait pris l'avion pour la rencontrer pour la première fois. Elle nous a fait signe de la main depuis le perron, la berçant doucement. Je crois qu'elle est juste curieuse, a crié Gio. Elle veut savoir à quoi servent tous ces trous. Noah a ri pendant que nous installions les racines du magnolia dans la terre. Dis-lui que c'est pour elle. Et c'était le cas. Le magnolia était la première chose que j'avais achetée quand nous avions ramené notre fille à la maison. Un arbre que j'avais toujours admiré pour son audace, sa façon de fleurir sans complexe, même quand la météo n'est pas encore sûre de ce qu'elle veut être. C'était le bon endroit pour le planter, ici, dans le jardin de la maison que nous n'avions autrefois fait que rêver de nous offrir. J'ai pressé mes paumes sur la terre pour la stabiliser. Elle n'aura jamais à prouver sa valeur aux yeux de qui que ce soit, ai-je murmuré. Ni aux miens, ni aux tiens, ni à ceux de personne. Noah s'est approché et m'a embrassé sur le front. Elle ne saura même pas ce que cela fait. Ces mots ont formé une boule dans ma gorge, car je ne l'avais que trop bien su. Pendant des années, je m'étais mesurée à l'aune des autres, j'étais restée dans des pièces où je n'étais pas la bienvenue, j'avais essayé de prouver des choses à des gens qui refusaient de me voir. Mais c'était fini, et ce serait pour toujours. Plus jamais ça. Pas pour elle. Nous avons fini de tasser la terre et avons entouré la base de galets de rivière.
Une petite plaque en laiton que j'avais fait graver sur mesure était posée à côté, encore enveloppée dans du papier de soie. Noah l'a ouverte avec précaution et a lu les mots à haute voix. Magnolia Harmon, plantée dans la vérité, cultivée dans l'amour. Nous l'avons placée ensemble dans le sol. Plus tard, après le départ de Gio et une fois le bébé endormi dans son berceau près de la fenêtre, nous nous sommes assis sur la balancelle du porche, regardant l'arbre s'agiter doucement dans la brise du soir. La main de Noah a trouvé la mienne, ses doigts effleurant mon alliance, un simple anneau d'or que nous avions échangé 2 ans plus tôt lors d'une cérémonie civile intime. Pas d'invités, pas de fanfare. Juste nous. Juste la paix. Tu penses parfois au chemin parcouru, a-t-il demandé doucement. J'ai souri, posant ma tête sur son épaule. Tout le temps. Il a marqué une pause, puis a ajouté, tu penses qu'elle posera des questions sur eux, un jour? Je savais de qui il parlait, Amanda, mes parents. Tout cet héritage d'enclés que j'avais laissé derrière moi. Peut-être, ai-je dit. Et quand elle le fera, je lui dirai la vérité. Que la famille n'est pas une question de s'en partager. C'est la façon dont on te soutient quand tu es fatigué. La façon dont on te parle quand tu échoues. C'est celui qui est là pour toi sans compter les points. Il a embrassé le sommet de ma tête, et nous nous sommes balancés au rythme du grincement tranquille de la balancelle. À l'autre bout du jardin, le magnolia se tenait droit et immobile, ses petites fleurs blanches captant les premières lueurs du lever de lune. Ce n'était pas grand-chose encore, mais il deviendrait grand, tout comme nous l'avions fait. Le bruit de petites baskets frappant le béton poli résonnait dans l'espace ouvert des nouveaux bureaux de Silver Trade au centre-ville. « Maman, regarde comme je vais vite », a crié Magnolia, les bras grands ouverts en sprintant devant la salle de conférence vitrée où j'étais en plein entretien. J'ai souri. « Tu es un éclair », ai-je répondu. La femme en face de moi, une rédactrice d'une publication technologique préparant un article sur les startups dirigées par des femmes, rit doucement. Elle est adorable. Quel âge a-t-elle maintenant? 5 ans, ai-je dit fièrement, regardant ma fille prendre un virage serré pour se jeter dans les bras ouverts de Carla, qui était passée de notre première chef de projet à directrice des opérations au fil des ans. Et elle est intimement convaincue que c'est elle qui dirige cette boîte. C'est un peu le cas, a dit Carla en passant la tête dans la pièce avec un sourire. Les réunions d'équipe ne commencent pas tant qu'elle n'a pas donné le signal. La pièce s'est remplie de chaleur. Il était difficile de croire tout le chemin parcouru. Silver Trade occupait désormais tout un étage dans un entrepôt rénové, poutres apparentes, vue sur la ville, une salle de jeu installée à côté de notre espace bien-être, et ce genre d'effervescence que l'on n'entend que lorsque les gens aiment ce qu'ils construisent. Nous employions 32 personnes à plein temps, étions partenaires de dizaines d'entreprises dirigées par des femmes et avions lancé une fondation de mentorat pour les jeunes femmes se lançant dans la tech et le marketing. La plupart du temps, je ne pouvais pas aller de mon bureau à la cuisine sans croiser quelqu'un à qui j'avais parlé lors d'une conférence ou que j'avais accompagné dans un atelier. Certaines d'entre elles avaient créé leur propre agence. D'autres avaient rejoint la nôtre. Toutes savaient qu'elles n'avaient pas besoin d'attendre la permission de quiconque pour être brillantes. La journaliste s'est penchée vers moi. Dernière question. Que signifie le succès pour vous aujourd'hui? Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai regardé par la fenêtre. Magnolia était perchée sur les genoux de Noah dans l'espace commun, lui montrant un dessin qu'elle avait fait au crayon, quelque chose avec un arc-en-ciel et un château. Ses yeux pétillaient comme ils le faisaient toujours quand elle était là. Et j'ai ressenti ce même calme profond et apaisant que je ressens toujours quand ils sont près de moi. Puis je me suis tournée vers la journaliste et j'ai souri. Le succès, ai-je dit, c'est construire ce qu'il disait que vous ne méritiez pas, et s'assurer que les autres sachent qu'ils le méritent aussi. Elle a noté ces mots lentement, et j'ai su au plus profond de moi que la fille que j'étais autrefois, celle qui était assise seule à la table 19 dans une salle de bal remplie de paillettes et de fantômes, aurait été fière de la femme assise ici aujourd'hui. C'était la fin de mon histoire. Je pense encore à Amanda, debout sur le pas de ma porte, les larmes aux yeux. Était-elle vraiment désolée ou juste désespérée? Je me le demande. Quand elle a demandé de l'aide et que j'ai dit non, a-t-elle eu raison de venir me voir? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle a agi par remords ou par manipulation. Et si cette histoire vous a touché,
Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et restez avec moi pour la suite.